Aujourd'hui, le Japon est la troisième puissance économique mondiale, ce qui est particulièrement impressionnant si l'on considère le fait que ce pays est en état de stagnation depuis 3 décennies et demie, ne connaissant pas de croissance durable depuis le début des années 1990. Mais le sort de l'économie japonaise dans son ensemble contraste vivement avec celui de sa capitale, Tokyo, la plus grande et la plus puissante ville du monde sur le plan économique. Cette divergence est peut-être l'exemple le plus évident d'un véritable problème économique auquel toutes les économies avancées sont discrètement confrontées. Tokyo habite plus de 37 millions d'habitants et affiche un PIB de plus de 2 millions de dollars américains. Si cette seule ville était un pays à part entière, elle serait la 8e plus grande au monde en termes de PIB, devançant l'Italie et se classant juste derrière le Canada. Cela dépend en grande partie de la façon dont les frontières de Tokyo sont définies, car en se développant, la ville a largement dépassé sa préfecture officielle. Elle s'est progressivement confondue avec d'autres centres métropolitains voisins, tels que Chiba, Gunma, Kanagawa et Yokohama pour former ce que la plupart des gens appellent maintenant collectivement l'agglomération de Tokyo ou le Grand Tokyo. Peu importe comment on la définit pour les besoins statistiques, le constat reste clair, le Japon devient une économie à 2 vitesses avec la population d'une seule ville qui progresse bien plus vite que celle des régions rurales et des centres régionaux plus petits. Le Japon et Tokyo sont peut-être l'exemple le plus évident, mais cela se produit partout dans le monde et il y a de fortes chances que cela ne fasse qu'empirer au cours de la prochaine décennie. L'inégalité entre les régions et certaines grandes villes peut devenir une puissante entrave à la croissance économique durable d'un pays, tout comme cela a été le cas au Japon. Au-delà des simples chiffres du PIB, cela peut également engendrer de nombreux problèmes sociaux, où les gens se sentent contraints de vivre dans des villes chères et surpeuplées, tout en se logeant dans de petits appartements simplement pour rester dans la partie de l'économie du pays qui se porte bien. Bien sûr, certaines personnes aiment le style de vie offert par les métropoles animées, mais cette inégalité de croissance les affecte également négativement. Ainsi, pourquoi l'inégalité entre les grandes villes et les régions rurales pose-t-elle un problème pour l'ensemble de l'économie ? Pourquoi cela se produit-il ? Il y a plus à découvrir que ce que l'on pourrait penser au premier abord. Et enfin, que peut-on faire pour résoudre ces problèmes ? Une fois que nous aurons exploré tout cela, nous pourrons placer Tokyo sur le classement de l'économie expliquée. La disparité des niveaux de revenus entre différentes régions ne constitue pas en soi un problème pour l'économie dans son ensemble. Certaines régions ont un coût de la vie plus élevé que d'autres et abritent des industries qui maximisent la productivité des travailleurs. Si les gens sont mieux rémunérés mais dépendent davantage pour la même quantité et la même qualité de biens et de services, cela s'équilibre en quelque sorte, du moins en théorie. Les économistes ajustent souvent les chiffres de production en utilisant la parité de pouvoir d'achat pour tenir compte de cet écart. Prenons un exemple extrêmement simplifié. Imaginons que 2 économies, ne produisant que du blé, produisent tous deux 1 million de tonnes de cette céréale chaque année et ont les mêmes populations. La première économie vend son blé à 400 $ la tonne et chaque travailleur de cette économie gagne 10 000 $ par an. La deuxième économie est plus chère. Elle vend son blé à 600 $ la tonne et paye ses travailleurs 15 000 $ par an pour compenser les prix plus élevés qu'ils devront payer pour leur unique production théorique. L'économie 1 aurait un PIB nominal de 400 millions de dollars et l'économie 2 aurait un PIB nominal de 600 millions de dollars. Mais laquelle est la plus grande, la plus riche ou la plus prospère ? Elles produisent exactement la même quantité du même bien et chaque travailleur peut se permettre la même quantité de ce bien avec l'argent qu'il gagne chaque année. Ainsi, ajustées en fonction de la parité de pouvoir d'achat, ces économies auraient toutes deux le même PIB. Cependant, réaliser cet ajustement dans le monde réel est beaucoup plus difficile, car les économies produisent évidemment plus d'une simple marchandise et elles utilisent toutes des devises différentes. Les chiffres réels de la parité de pouvoir d'achat sont établis en utilisant des indices des prix à la consommation avec les États-Unis comme référence. Si le coût moyen des biens et services dans une économie est moins cher qu'aux États-Unis, son PIB sera ajusté à la hausse en fonction de la parité de pouvoir d'achat. Le PIB nominal de la Chine, tel que rapporté par la Banque mondiale en 2021, s'élevait à 17,7 milliards de dollars. Mais comme la plupart des biens et services en Chine sont bien moins chers qu'aux États-Unis, ils ont un pouvoir d'achat beaucoup plus conséquent avec ces mêmes 17,7 billions de dollars. La production totale ajustée en fonction de la parité de pouvoir d'achat était donc de 27,3 billions de dollars la même année. Au contraire, si le coût moyen des biens et services dans une économie est plus élevé qu'aux États-Unis, son PIB à parité de pouvoir d'achat sera ajusté à la baisse.
Les États-Unis étant un pays remarquablement riche et productif, peu d'économies voient leur PIB ajusté à la baisse, à l'exception de pays comme la Suisse et le Luxembourg. Il est cependant important de pouvoir ajuster les chiffres économiques pour mesurer la production réelle d'une économie, et pas uniquement le coût des choses dans cette dernière. Car en fin de compte, l'économie consiste à fournir des biens de valeur aux personnes, mais ce n'est pas toujours aussi simple que cela. La plupart des chiffres du PIB avec lesquels travaillent les économistes en particulier, s'ils sont impliqués dans la macroéconomie internationale, seront des chiffres non ajustés ou nominaux. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop paresseux pour effectuer des ajustements en fonction de la parité de pouvoir d'achat, mais simplement parce que les chiffres bruts sont plus utiles lorsque les économies interagissent les unes avec les autres. Si l'on reprend l'exemple de nos économies basées sur le blé, elles rencontreraient des difficultés si elles voulaient un jour commercer entre elles, ou tout simplement si des personnes voulaient se déplacer entre ces deux régions. En effet, personne ne voudrait acheter du blé à $600 la tonne alors qu'il pourrait l'obtenir à $400 en passant par l'économie voisine. De même, si quelqu'un déménageait de l'économie où il gagnait $15 000 par an, il pourrait acheter une maison 50% plus belle dans l'économie où tout le monde gagne en moyenne $10 000 par an. Si ces deux pays étaient des nations souveraines, il existerait certaines barrières qui permettraient de réguler cela, comme les tarifs douaniers, les taxes sur les importations et exportations, ainsi que les contrôles de l'immigration qui empêcheraient les gens de se déplacer entre ces pays. Mais si ces économies étaient simplement différentes régions d'un même pays, la plupart de ces barrières seraient levées. Les grandes villes comme Tokyo abritent des emplois qui, en moyenne, sont mieux rémunérés que ceux des zones rurales et des petites agglomérations. Car lorsque nous parlons d'inégalité entre les grandes villes et le reste du pays, nous ne parlons pas seulement des fermes et des régions reculées, mais aussi des petites villes qui pourraient encore abriter des millions de personnes. Les habitants de ces mégalopoles gagnent plus d'argent, mais il est également plus cher d'y vivre. Cependant, cela signifie que ces derniers peuvent acheter davantage de biens et de services qui ne sont pas spécifiques à une région en particulier. Une voiture ne coûte par exemple pas plus cher simplement parce qu'elle est achetée au cœur de la ville. De plus, la plupart des autres dépenses, à l'exception du logement, sont moins sujettes à l'inflation que les salaires. Le problème que cela pose pour l'économie globale est qu'il devient très difficile de s'installer à Tokyo ou dans n'importe quelle autre grande ville du monde à moins d'y vivre déjà. Cela décourage également les gens de quitter ces dernières car il peut devenir vraiment difficile d'y revenir, ce qui ne fait qu'aggraver les problèmes d'accessibilité. Ma propre ville d'origine, Sydney, est une ville très chère à habiter. Et je pourrais probablement acheter une maison beaucoup plus agréable si je déménageais quelques heures plus loin, dans une petite ville côtière. Je peux exercer mon travail de n'importe où avec une connexion internet, donc il n'y a aucune raison pour moi de rester ici, mais c'est ce que je fais. La principale raison de ma décision, économiquement illogique, est qu'il est possible que je ne puisse tout simplement plus me permettre de revenir à Sydney plus tard, dans le cas où je voudrais y revenir, tout simplement car les prix des maisons ici augmentent plus rapidement que les prix des maisons partout ailleurs. Bien évidemment, je m'en sortirai, mais j'occupe une maison qui pourrait être attribuée à quelqu'un qui a réellement besoin de vivre dans une grande ville parce que c'est là que se trouve son travail. Ces dernières, peuplées de personnes talentueuses d'écoles et d'entreprises, sont les principaux moteurs de l'innovation. Il est beaucoup plus facile de partager talents et idées lorsque les gens sont proches les uns des autres. S'ils ne peuvent pas se permettre de s'installer dans ces zones ou ne sont pas disposés à faire les sacrifices nécessaires en termes de style de vie pour y vivre, alors toute l'économie nationale voire mondiale pourrait souffrir des innovations qui n'ont pas été réalisées. L'inégalité entre les villes et les zones rurales va également accélérer un autre problème auquel la plupart des économies avancées sont confrontées, le vieillissement de la population. Les villes sont d'excellents endroits pour favoriser l'innovation technologique qui stimulera la croissance à long terme de l'économie mondiale, mais elles ne sont généralement pas des endroits idéaux pour avoir des enfants. Le taux de natalité dans les grandes villes du monde sont significativement inférieurs à ceux des zones rurales des mêmes pays. Beaucoup de gens quittent les grandes villes lorsqu'ils veulent fonder une famille car acheter une maison suffisamment grande pour élever des enfants dans ces régions est tout simplement trop coûteux. Certaines personnes le font quand même, mais cela signifie généralement vivre dans des conditions exiguës, ce qui n'est pas idéal ni pour les parents ni pour les enfants. Une autre option consiste à déménager juste à l'extérieur de la ville dans les régions sururbaines environnantes, où les travailleurs peuvent faire la navette pour travailler dans les industries à forte valeur ajoutée auxquelles les grandes villes sont associées. Mais cela entraîne ce que les urbanistes appellent l'étalement urbain, où des zones d'habitation de faible densité se développent dans un rayon de plus en plus large autour d'une ville, ce qui nécessite une infrastructure de transport exponentiellement plus importante, ainsi que des temps de trajet plus longs. À long terme, les maisons familiales situées à une distance raisonnable d'une ville deviennent aussi chères que les maisons équivalentes situées en plein cœur de la ville. Cela laisse une part croissante de la population face à un choix difficile. Quitter une ville et les opportunités qu'elle offre pour fonder une famille, faire d'importants sacrifices en termes de qualité de vie pour élever cette dernière, dire de ne tout simplement pas en fonder une.
Cette année même, dans nos vidéos sur la Corée du Sud, la France, Macao, Hong Kong et l'Union européenne, nous avons dû parler de l'importance des jeunes travailleurs qui entrent sur le marché du travail pour remplacer un nombre croissant de travailleurs plus âgés qui prennent leur retraite. La baisse du taux de natalité dans les économies avancées ne se produit pas seulement parce que les gens s'enrichissent. Elle se produit parce que les économies plus riches sont généralement celles qui sont davantage axées sur les villes, et les villes sont des endroits difficiles et coûteux pour élever des enfants. Au-delà de la simple macroéconomie de ce problème et de l'impact qu'il aura sur la croissance à long terme, il a un coût humain très réel. La plupart des individus choisiraient de fonder une famille si cela était économiquement viable. Mais malheureusement, cela ne l'est plus dans de nombreuses grandes villes. De plus, en raison des inégalités entre ces dernières et les régions rurales, il n'est économiquement pas viable pour bon nombre de personnes de vivre ailleurs. Ainsi, si le vieillissement de la population constitue une menace économique et que le ralentissement de l'innovation peut coûter des milliards à l'économie mondiale, ces deux problèmes peuvent être attribués à l'inégalité entre les grandes villes et le reste du monde. Mais peut-on remédier à cette inégalité ? Il existera toujours des secteurs d'activité qui rémunèrent davantage et des endroits plus attractifs où résider que d'autres. Aucune politique sensée ne pourra changer cette réalité sans causer plus de dommages à l'économie qu'elle n'en répare. Mais ces deux aspects ne sont pas nécessairement liés. De nos jours, plus que jamais, de nombreux travailleurs n'ont plus besoin d'être physiquement présents dans la même ville, voire le même pays que leur lieu de travail. Mettre en place des politiques encourageant le travail à distance et incitant les entreprises à le proposer comme option réduirait la demande de logement dans les zones qui concentrent beaucoup d'industries. Cela diminuerait également la demande en infrastructures de transport puisque moins de personnes auraient besoin de se déplacer physiquement et quotidiennement vers les centres-villes. Cependant, un effet secondaire potentiellement négatif à court terme serait une augmentation de la demande de logement dans les régions périphériques. À court terme, cela engendrerait des problèmes sociaux, car les travailleurs qui se déplacent depuis les villes à revenus élevés feront grimper les prix dans les lieux où ils s'installent. Cela peut créer les mêmes problèmes d'accessibilité au logement que les économistes tentaient de résoudre en encourageant les gens à quitter les métropoles concentrées en premier lieu. Le prix de l'immobilier aurait également des conséquences sur le coût d'un grand nombre d'autres biens et services. Si un restaurant doit payer un loyer 2 fois plus élevé, il répercutera cette dépense sur ses clients. Cependant, d'un point de vue macroéconomie à long terme, cela pourrait en réalité être bénéfique. Si le niveau des prix des biens et services est réduit dans les mégalopoles et augmenté partout ailleurs, cela réduirait l'écart entre ces deux régions économiques et accroîtra la mobilité sociale pour ceux qui souhaitent s'installer ou partir. Une autre mesure que les décideurs politiques peuvent prendre pour atténuer l'impact de cette tendance économique est celle de développer des logements de haute qualité mais à haute densité autour de ces mégalopoles. Accroître l'offre de logements réduira leurs coûts et si ces zones sont bien gérées, elles pourraient devenir plus adaptées aux familles, atténuant ainsi le problème du taux de natalité qui affecte les économies avancées centrées sur les villes. Malheureusement, ces solutions ne sont pas nouvelles. La plupart des économistes qui traitent de ces problèmes savent que favoriser le travail à distance et le développement de logements abordables permettrait de résoudre les problèmes causés par les inégalités régionales, mais mettre en œuvre ces politiques est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Les gens apprécient l'idée de logements abordables jusqu'à ce que cela concerne leur propre logement. Et les résidents locaux s'opposeront presque systématiquement au changement de zonage et aux projets de haute densité dans les zones prisées près des villes. Ces mêmes collectivités locales qui accueillent les résidents fortunés des grandes villes auront également beaucoup d'explications à donner à leurs électeurs puisque ces derniers auront l'impression d'être exclus de leur propre foyer en raison des prix élevés. Ce sont des mesures difficiles à prendre et personne ne veut vraiment être celui qui endossera la responsabilité, mais il faudra finir par le faire, sinon les métropoles qui ont été le moteur de la croissance économique dans le monde entier deviendront progressivement un poids mort freinant cette croissance. Ok, une autre juste pour le plaisir. Tokyo est la plus grande ville du monde et son économie locale dépasse celle de presque tous les pays du monde. Alors voyons où elle se situe sur le classement de l'économie expliquée. Commençons comme toujours par la taille. Les estimations varient beaucoup en ce qui concerne la véritable production de Tokyo, car il est beaucoup plus difficile de mesurer des éléments tels que les importations et les exportations dans une ville où il n'y a pas de contrôle formel sur ce qui est importé et exporté, contrairement à un pays. Cela dépend également de la définition des frontières de plus en plus floues de la ville de Tokyo elle-même. Les meilleures estimations d'organisations de renom la situent entre 1,5 et 2,2 billions de dollars américains, ce qui en ferait l'une des plus grandes économies nationales du monde si elle devenait un État souverain. La seule ville représente 2,2% de la population mondiale totale. Tokyo obtient un 8 sur 10. Le PIB par habitant est également très impressionnant, car comme nous l'avons vu dans cette vidéo, les mégalopoles comme Tokyo abritent des industries très productives.
La production par personne s'élève à environ 60 000 $ par habitant dans cette métropole tentaculaire, soit 50% de plus que la moyenne nationale, même en incluant les zones moins productives de la ville. Cela place toujours Tokyo derrière la moyenne nationale des États-Unis, mais c'est un indicateur remarquablement élevé, donc la ville obtient un 8 sur 10. La stabilité et la confiance en cette ville sont solides. Lorsque les gens pensent au centre d'affaires de l'Asie, ils pensent à Singapour, Hong Kong et Tokyo, et peut-être même un peu moins à Hong Kong ces derniers temps. Tokyo est peut-être bien loin de son apogée de spéculation frénétique dans les années 80 et 90, mais cette nouvelle approche lente et régulière a rendu son économie plus stable dans l'ensemble. Elle obtient un 8 sur 10. La croissance est très difficile à mesurer car peu d'organisations suivent la production des villes et encore moins le font dans le temps en tenant compte des changements de population et de frontières. Les meilleures estimations que nous avons pu rassembler à partir des données de l'OCDE et les Visual Capitalists indiquent un taux de croissance d'environ 3%. C'est tout à fait dans la moyenne pour une économie avancée de cette taille, voire particulièrement impressionnant dans le contexte de l'économie japonaise, stagnante dans son ensemble. Tokyo obtient un 5 sur 10. Enfin, en ce qui concerne l'industrie, Tokyo abrite des entreprises de premier plan, un vaste bassin de talents et jouit d'une bonne réputation en termes de production de biens et services de qualité. La ville semble également tenir une conduite des affaires de manière ouverte et honnête. Tokyo en tant que pays serait impressionnante dans cette catégorie, mais en tant que ville, elle est tout simplement époustouflante et elle obtient un 8 sur 10. Dans l'ensemble, cela donne à Tokyo une note moyenne de 7,4 sur 10, la plaçant juste derrière son pays d'origine dans le classement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao!